Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit le professeur Mamadou Diouf. Il est entre Dakar et New York. Professeur Mamadou Diouf est professeur d'histoire à Columbia. Professeur Dakar-New York, Dakar, finalement l'axe Dakar-New York est souvent fréquenté. Oui, c'est intéressant, non? Oui, c'est intéressant parce que c'est un axe qui est fréquenté par une communauté assez large, qui est une communauté de Sénégalais, qu'ils soient dans, si vous voulez, l'enseignement et la recherche, ou qu'ils soient des gens qui sont dans le secteur du commerce, qui sont des entrepreneurs. Et donc, c'est un espace dans lequel on rencontre beaucoup de Sénégalais qui ont des ambitions différentes, mais qui ont des ambitions à servir leur pays. C'est aussi, je pense, un canal par lequel non seulement les individus voyagent, mais les idées aussi voyagent. Donc, c'est un espace de brassage, un espace d'innovation. Qu'il s'agit du professeur Mamadou Diouf, on a parlé de fuite de cerveau. À un moment donné, les Américains nous avaient pris nos professeurs d'université. Qu'en pensez-vous de ce débat-là? En fait, c'est un terme que je récuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les individus font des choix qui sont des choix qui reposent sur leur motivation, sur ce qu'ils cherchent à réaliser en tant qu'individu. La deuxième chose, qui est une chose très importante, c'est que le monde de la recherche et le monde de l'enseignement est un monde qui n'est pas nécessairement national et nationalisable. C'est un monde de brassage. C'est un monde, et j'utilise souvent ce mot, c'est un monde de transaction, où on va chercher l'information, où on diffuse l'information aussi. Et en tant que tel, les sites où on est présent sont des sites qui sont reliés. Et c'est cette alliance entre les sites, cette liaison qui permet effectivement à la fois de se réaliser en tant qu'individu, mais de contribuer aussi au développement des sites d'où l'on vient. Oui, et en termes de production, il y a tellement de production venant justement des étudiants américains ou de l'élite américaine que les Africains eux-mêmes sur leur propre histoire. Mais c'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce tournant. Et vous savez, celui qui est derrière ce tournant, c'est John Fitzgerald Kennedy. Comment? C'est lui qui va donner les ressources aux institutions américaines pour créer des centres d'études et de recherche sur les autres pays du monde, sur les autres continents, et pour ce qu'on appelle les études régionales, Area Studies. Oui, mais en termes d'illustration sur la production. Mais c'est justement ça. Mais il faut comprendre les infrastructures. Exactement. La deuxième chose qu'il va faire, il va faire le corps de la paix. Ces jeunes Américains qui vont se retrouver en Afrique et qui vont être les premiers grands linguistes américains sur les langues africaines, ce sont les gens qui ont fait le corps de la paix. Et c'est ça qui a fait leur force. Et si vous vous rappelez, l'une des institutions qui a enseigné le Wolof au Sénégal était une institution créée par deux Américains anciens corps de la paix, le Centre Baobab. Et c'est vrai, je vous parlais du village de mon père, où c'est une petite minorité de ce qu'on appelle les Sérères du Nord-Ouest, qui parlent une langue, le Palor. Aujourd'hui, probablement, l'une des dernières personnes qui parle cette langue est une Américaine qui a fait une thèse sur cette langue. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire que le fait que l'État fédéral ait porté, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu une impulsion africaine-américaine, le fait qu'il y a plusieurs organismes qui ont participé à financer les recherches, et le fait que la recherche américaine sur l'Afrique est une recherche où les gens apprennent nécessairement la langue. Si vous voulez faire une thèse sur le Sénégal, sur les Wolofs,
il faut aller apprendre le Wolof. C'est clair. Si vous voulez faire une thèse sur le Fouta, et en particulier, moi j'ai eu un étudiant qui a fait une thèse sur Cheikh Moussa Camara. Mon étudiant parlait le Wolof, le Pulaar et l'arabe. Et l'intérêt, du moins, ça a suscité beaucoup d'intérêt du côté des étudiants américains pour la destination Sénégal, par exemple. La destination Sénégal est une destination qui a toujours été attractive pour plusieurs raisons. Pour les raisons politiques, la trajectoire historique de ce pays et la question de la démocratisation, la question de la présence des confréries religieuses, la question par exemple de la laïcité. L'une des grandes questions aujourd'hui qui préoccupe la recherche américaine, c'est le fait que le Sénégal est un des rares pays à majorité musulmane et qui est démocratique. Même si on peut mettre démocratie entre guillemets, mais qui produit, si vous voulez, qui fonctionne comme une démocratie. Et finalement, cela a créé un attachement, votre attachement à Columbia, à New York, ou en termes de perspective, comment se dessine la Non, perspective? ça a amené, un peu pour terminer, c'est-à-dire l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des systèmes dits laïques, dans les discussions, que ce soit discussions de sciences politiques, des discussions juridiques ou historiques, on parle du système français, la laïcité à la française, dont la seule réplique c'est la laïcité turque. On parle des autres systèmes, comme les systèmes anglais ou américains, et les derniers systèmes comparatifs aux deux modèles, c'est le système sénégalais et le système indien, qui sont des laïcités différentes, qui ne sont pas des laïcités de séparation de l'Église et de l'État, mais qui sont des systèmes de coexistence, où l'intérêt, c'est l'État gère de manière équidistante les rapports entre l'État et les confréries. Donc on a, comme vous disiez, une discussion qui est une discussion différente, qui est une discussion à la fois d'un cas particulier, le Sénégal si vous voulez, mais qui est aussi une discussion beaucoup plus générale sur la laïcité, sur l'État, sur les rapports entre religion et politique, mais aussi sur la migration et les conséquences de la migration chez les migrants et les conséquences de cette migration dans le pays d'accueil, le pays donc hôte et dans le pays de départ, qui n'est pas la société. Est-ce que la question du retour vous interpelle? C'est pas que cela m'interpelle à mon âge, je veux dire. Parce que pour moi, je ne suis jamais parti comme certains sont partis. Je suis toujours revenu ici. Et je suis toujours resté assez longtemps aussi. Mais ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement beaucoup plus important qu'on ne le croit. Aujourd'hui, selon les statistiques disponibles, la majorité des jeunes Africains qui vont étudier ou travailler en Europe ou aux États-Unis reviennent en Afrique. Et ce mouvement, c'est le mouvement auquel on a assisté avec les Indiens et qui a probablement entraîné cette transformation de l'Inde. C'est que les gens ne restent plus. Des gens comme les gens de ma génération vont prendre leur retraite aux États-Unis. Les jeunes, mes enfants et les enfants des gens de mon âge, ont tendance à vivre entre les deux continents, entre les trois continents. Et pour une raison très simple, et ils te le disent quand tu leur demandes. C'est quoi? Mais l'Afrique est le dernier territoire où on peut se faire de l'argent. Ah oui? Ouais. Et c'est vrai. Ah oui? Ben ouais. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des ressources qui restent encore des ressources inexploitées. Il y a des possibilités de transformer l'Afrique. Il y a aussi cela, ce n'est pas seulement de l'argent. Ils ont une façon de voir l'argent. Moi, ma génération, on a cru qu'on pouvait changer l'Afrique avec une révolution.
eux, ils pensent changer l'Afrique dans ce que j'appelle le temps du monde. Les grands ressorts, qui sont des ressorts qui changent, si vous voulez, les horizons. Et la deuxième chose qui est très... Qui change et qui les transforme. Oui, mais qui utilisent les ressources qui sont les ressources disponibles, mais qui les adaptent à un continent qui est différent. Mais il y a aussi quelque chose de plus fort psychologiquement. C'est quoi? Ils n'ont plus envie, ils veulent effacer la mauvaise image de l'Afrique. C'est un engagement. Absolument. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est très très important. Pour d'autres, c'est seulement pour se faire de l'argent et parce qu'on peut se le faire. Alors, de ce point de vue, professeur Mamadou Diouf, la transition est trouvée. Professeur, oui, actualité avec la mort de Hissène Habré. Hissène Habré a-t-il marqué son temps et son époque? Hissène Habré a vécu plus de 30 ans ici au Sénégal. Sa mort a suscité beaucoup d'interrogations. Oui, avez-vous été surpris par la mort du président Habré? J'ai été surpris par la mort du président Habré pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces 3 à 4 derniers mois, sa femme s'est beaucoup, en fait, entre guillemets, agitée pour, en fait, parler de la situation dans laquelle le président Habré se trouvait et pour essayer au moins de trouver une solution qui lui permettrait d'être dans des conditions qui étaient les conditions différentes des conditions carcérales, en particulier dans le contexte qui est le contexte du Covid. Mais encore une fois, c'était une discussion qui était portée par la situation. Mais je ne pensais pas, même si on a beaucoup parlé de sa situation en termes de santé, je ne pensais pas qu'il était, si vous voulez, dans ce type de situation, tout près de la mort. Oui, alors que dire des conditions de sa mort? Oui, le Sénégal s'est-il détourné de sa tradition de terre d'accueil et d'hospitalité? Je ne pense pas, parce qu'il faut mettre, si vous voulez, ce qui s'est passé avec le président Habré dans un contexte, qui est le contexte précis de son arrivée au Sénégal et de sa, disons, du fait qu'on l'ait traduit en justice à un moment précis, comme vous dites, presque 25 ans après son arrivée dans ce pays. Je ne sais pas, et probablement on aura des informations plus importantes dans l'avenir, des conditions dans lesquelles le président Habré est arrivé à Dakar et que l'État sénégalais lui a offert l'exil. Et ça, c'est aussi débattu. A-t-il eu vraiment, de manière institutionnelle, lui a-t-on offert l'exil? Mais il est très clair que le gouvernement sénégalais a accepté de l'accueillir. Le gouvernement sénégalais a accepté sa présence. Sous le règne d'Abdou Diouf. Oui, ce qui n'était pas le cas, en fait, de beaucoup de pays d'Afrique centrale et beaucoup de pays d'Afrique qui n'étaient pas prêts à l'accueillir. Mais si on maintenant revient à ce qui s'est passé et qui a amené la traduction en justice du président Habré et sa condamnation, le Sénégal ne l'a pas jugé. Ce que le Sénégal a accepté, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé les chambres africaines extraordinaires pour le juger. Et oui, mais le Sénégal pouvait ne pas faire partie de ça. Est-ce que les Sénégalais pouvaient le faire? Ils ne pouvaient le faire que s'ils étaient capables d'éviter que cette demande soit faite. Parce que le Sénégal est partie prenante d'accords au sein de l'Union africaine et ces accords permettent de mettre en place. Le Sénégal les a signés. À moins de sortir de ça, oui, parce qu'il y a beaucoup de pays quand même, beaucoup de présidents qui se trouvent être dans la même situation qu'Habré et n'ont pas été livrés par leur pays d'accueil. Prenez l'exemple
de complexe comparé, même si ce n'est pas un exemple. Il y a même il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Mais au Zimbabwe, le président Mengus aussi est au Zimbabwe et n'a pas été livré. Oui, mais parce que ces deux cas sont des cas différents. Ces présidents ne sont pas passés par la chambre, par les chambres africaines. Il y a eu une telle pression sur l'État, bien sûr, sur l'État sénégalais, vous voulez dire? Oui. Et une pression qui était faite par les organisations internationales, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Quelquefois, le jugement qu'on peut porter sur Habré, il y a eu effectivement, parce qu'on oublie tout le temps le conflit dans lequel, disons, l'environnement dans lequel Habré émerge, qui est un environnement super violent, où il y a des batailles dans lesquelles... C'est un contexte de guerre. Oui, dans lesquelles sont, disons, sont participants la France, les États d'Afrique de l'Ouest, la Libye, et bien sûr, les différentes factions tchadiennes. La faction de Goukouni, la faction de Hissène Habré, la faction des anciens, disons, de l'ancien mouvement de libération du Tchad, les conflits entre le nord et le sud du Tchad, les conflits qui sont des conflits à la fois ethniques, mais aussi des conflits religieux, les batailles à l'intérieur des clans. Et c'est tout ça qui fait une situation explosive, une situation de violence. Et Habré a participé à cette violence. C'est pour ça qu'il a été condamné pour 3 crimes. Le crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de torture. Et ça a été porté par des mouvements qui sont des mouvements tchadiens, mais aussi des mouvements de société civile qui sont des mouvements internationaux. Mais financés par qui? Quand même. Financés par les différentes forces qui ont participé, y compris on a dit que... C'est la justice des vainqueurs. Mais bien sûr. Oui, mais on a aussi dit que le président Déby a effectivement participé à faire ça. Mais ça, c'est de bonne guerre et c'est la logique de la bataille, en fait, qui a continué entre Déby mais si vous prenez le cas de Mengistu, c'est un cas qui est intéressant parce que, en fait, probablement les Éthiopiens n'investissent pas beaucoup pour le ramener. C'est presque un moment qui est un moment clos dans l'histoire de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, les grandes crises éthiopiennes sont des crises qui tournent autour de la crise actuelle, qui est une crise terrible, qui a fait reculer l'Éthiopie de presque 20 ans par rapport à ce qui a été accompli durant toute la période de la chute du gouvernement de Mengistu Haïlé Mariam à l'émergence du pouvoir de Mélès. Oui. Alors, je pense que c'est aussi intéressant de voir la posture qu'incarnent les présidents en exercice. Vous avez suivi sous le cas Abdoulaye Wade avec Kadhafi. Oui, les images circulent encore dans nos têtes où le président Abdoulaye Wade demandait à Kadhafi de se livrer. Vous avez suivi de la même manière aussi comment Hissène Habré est mort. Comment analysez-vous la posture qu'incarnait par les deux présidents sénégalais, Abdoulaye Wade avec Kadhafi, Macky Sall avec Hissène Habré? Mais ça démontre quelque chose de très simple. Oui. C'est que les présidents africains sont aussi l'objet de pressions, que ce soit les pressions continentales de l'organisation, dans le cas de Habré, que ce soit les pressions, disons, des puissances occidentales, dans le cas de Kadhafi, ou Wade, qui était l'un des alliés principaux de Kadhafi, s'est retourné contre lui. Et il s'est retourné contre lui parce que, justement, il y a eu des pressions à la fois des États-Unis, mais aussi les pressions de la France, et que Wade a cru qu'il pouvait tirer avantage politiquement de cela. Pour le président Macky Sall, je ne sais pas quel est l'avantage politique qu'il pouvait tirer
disons, en acceptant que Kadhafi soit traduit devant les chambres soit traduit devant les chambres africaines, mais il est très clair que sa marge de manœuvre était très réduite parce que le Sénégal s'était engagé dans ces procédures-là. Alors, parlez-nous finalement de l'homme Habré. A-t-il marqué son époque? A-t-il justement marqué les consciences? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, c'est sa complexité. Il est à la fois le produit de l'histoire du Tchad, mais il est aussi le produit de l'histoire coloniale. Kadhafi est un administrateur formé à l'école nationale de l'administration française. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est la culture de son groupe Toubou, la culture religieuse, la culture intellectuelle, la culture des gens du désert. Mais il a aussi la culture coloniale, la culture du temps du monde. Et c'est cela qui fait sa complexité et son ambiguïté. Ce qui fait qu'il s'est trouvé dans une situation où il se trouve à la fois en conflit à l'intérieur de ces groupes qui sont les groupes du nord du Tchad, qui ont une culture islamique, qui ont un mode de vie nomade, et en même temps un engagement qui est un engagement nationaliste, le refus de la domination de l'Afrique du Nord, mais aussi à des moments la résistance contre l'impérialisme français. Et Habré oscille entre les deux et fonctionne à l'intérieur. Le livre qu'a écrit Moriba Magasuba met l'accent sur cette complexité et qui fait que la gauche africaine, dans une certaine mesure, a toujours été divisée dans l'appréciation d'Habré. Et les relations, si vous voulez, les comparaisons entre Habré et celui qui était son ennemi principal avant d'être défait par Idriss Déby, c'était Goukouni Ouaddaï. Et ce que les gens ont trouvé d'assez extraordinaire, c'est pour ça que les Occidentaux l'ont soutenu dans une certaine mesure, ça a été sa capacité de développer une résistance contre l'expansionnisme libyen, notamment dans la bande d'Aouzou, mais le fait qu'avec effectivement Idriss Déby, ils ont été capables de défaire Kadhafi et de le contenir. Et l'idée de contenir Kadhafi était aussi une des exigences de la politique étrangère française. Et c'est pour ça que les Français l'ont soutenu à un certain moment. Finalement, quel enseignement tirer suite à sa disparition? L'enseignement à tirer, c'est qu'il faudrait qu'on retourne faire de la recherche pour savoir exactement quelles sont, quelles sont les informations qui sont les informations disponibles pour pouvoir comprendre pas seulement Habré, mais un moment dans l'histoire de l'Afrique, un moment dans l'histoire de cette zone. Et ce moment dans l'histoire de cette zone est un moment qui reste encore important à cause de la crise dans le Sahel et qui a fait de l'armée du Tchad l'armée la plus efficace et la plus puissante de notre région. Oui, alors qu'il soit enterré, je veux parler du président Habré, qu'il soit enterré à Yoff, au cimetière musulman de Yoff, il est le deuxième président à être enterré dans ces cimetières. Alors finalement, quelle signification? Parce qu'il y a eu le président antérieurement de Ahidjo, le président Cameroun. Amadou Ahidjo. Vous avez raison. En fait, c'est une question importante, mais en même temps, c'est une question qui permet de voir effectivement que on les enterre au Sénégal parce qu'on ne peut pas les enterrer dans les conditions qui sied au rôle qu'ils ont joué. Et ce que et leurs familles et leurs partisans attendent, c'est-à-dire qu'ils soient enterrés dans les honneurs. Et si vous voulez, cet enterrement au Sénégal
et un enterrement d'attente, autant pour Amadou Ahidjo que pour Hissène Habré. Et on peut imaginer qu'un jour, il pourrait retourner dans les honneurs chez eux et être... C'est les conditions exigées par sa famille. On a suivi la déclaration de son fils absolument. qui compte réhabiliter leur père. Absolument, ils peuvent pas. Idéologiquement, quelle forme de réhabilitation? La forme de réhabilitation, idéologique ou oui? Ça peut être une forme très simple, qui est une forme à la fois sociale et si vous voulez, idéologique et religieuse. L'idée qu'ils ont quand même joué un rôle dans l'histoire de leur pays. Qu'on en soupèse ce qui est positif et ce qui est négatif dans le rôle, mais ils appartiennent à un territoire duquel ils ont participé à l'histoire de ce territoire. Et cette idée, c'est effectivement de les enterrer là où il sied mieux de le faire. Alors, est-ce que cette trajectoire de Hissène Habré, du président Habré, peut-il marquer justement la conscience collective, la jeunesse africaine? Bien sûr. Je pense que ce qui est important aujourd'hui en Afrique, si on est vraiment décidé à penser ce continent à partir de son histoire, à partir de ses valeurs qui sont des valeurs changeantes, à partir de ces traditions qui sont des traditions changeantes, toutes les expériences sont des expériences importantes à penser pour en tirer des conclusions. Parce que c'est cela qui va nous permettre de produire une vision et de pouvoir avoir un projet en apprenant de toute une série de choses. Ce n'est pas seulement le cas de Hissène Habré, ce n'est pas seulement, si vous voulez, si on parle en Afrique du Nord, le cas de Muammar Kadhafi, mais c'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle la réussite, qui est la réussite du Rwanda. Pourquoi ça a été possible? C'est aussi penser, comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi je viens de signer avec plusieurs collègues une déclaration qui a été élaborée par l'une de mes collègues qui est une Éthiopienne sur la situation en Éthiopie. C'est aussi penser pourquoi l'Éthiopie, c'est un des rares pays qui a tenté et qui a créé une espèce de fédération ethnique, de territoire ethnique. Et vous savez, la crise, c'est chaque fois qu'il y a eu des tentatives de centralisation autour des Amara et des Oromo, il y a eu une crise en Éthiopie. Et c'est cette crise qui est revenue. Mais ça, il faut les penser. Il faut penser ce qui s'est passé à la fin du mandat de Gbagbo et les crises préélectorales. Il faut penser ce qui s'est passé. Il faut aussi penser ce qui s'est passé à partir de 1994 en Afrique du Sud jusqu'à présent et pouvoir continuer à tirer des conclusions des expérimentations et des expériences africaines pour pouvoir avancer, pour constituer ce qu'on pourrait appeler une bibliothèque africaine. Cette bibliothèque africaine qui permettrait non seulement de produire des outils pour comprendre la trajectoire des sociétés africaines. Alors, finalement, les morts de Muammar el-Kadhafi, de Hissène Habré, sont-elles révélatrices de l'émergence d'une conscience africaine? Je pense, mais avec beaucoup d'ambiguïté, si vous voulez. Mais le fait que, si vous voulez, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, même si je suis très réticent, pour moi, changer la politique d'une société, c'est s'engager politiquement. Mais les sociétés civiles sont importantes parce qu'elles participent à l'éveil des consciences, parce qu'elles participent à cet extraordinaire travail pour équiper le citoyen à exercer sa citoyenneté.
qui est plus importante que le leadership. On parle tout le temps de leadership en Afrique, mais ce qui est le plus important, c'est l'exercice citoyen qui définit des droits et des devoirs. Et cela, si on n'y arrive pas, et qu'on ne peut arriver que en comprenant la trajectoire de ces sociétés africaines, en créant des outils pour comprendre ce qui nous arrive, au lieu d'aller chercher, d'aller emprunter les outils d'ailleurs, qui répondent à une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc, il est vrai que ces sociétés civiles ont participé à ouvrir et à multiplier les horizons, qui sont les horizons d'investigation, mais aussi les horizons d'intervention pratique. Et de réflexion. Absolument. Justement, la transition est toute trouvée pour parler de politique. Professeur Mamadou Diouf, professeur d'histoire à Columbia, professeur, oui, politique, une grande alliance de l'opposition composée du PUR de Serigne Moustapha Sy, mais également de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, du PASTEF de Ousmane Sonko. Oui, une grande alliance pour faire face à la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Quelle appréciation faites-vous justement de cette grande alliance qui est annoncée? Cette alliance est conforme à l'histoire de ce pays. En quoi? Parce que les combats politiques qu'il y a eu dans ce pays depuis le départ de Senghor et l'arrivée de Diouf, c'est des combats entre des coalitions politiques. Où en fait on ne voit pas des confrontations de parti à parti, on voit des confrontations. Et c'est ce qui explique souvent la difficulté et quelquefois le caractère alambiqué, si vous voulez, des trajectoires politiques sénégalaises. Et notamment en fait ce qui est le plus décrié, la transhumance. Parce que justement les confrontations sont des confrontations de coalition et qu'il y a une coalition au pouvoir, le Benno Bokk Yakaar. En fait, l'opposition ne peut pas venir en ordre dispersé, voire combattre dans les meilleures conditions possibles la coalition au pouvoir. Et ce qui est intéressant à voir justement, c'est le fait que la coalition qui est mise en place semble, qui est en train d'être mise en place, semble être une grande coalition le PUR, avec un noyau. PUR, PASTEF, Taxawu Sénégal, Parti démocratique sénégalais et beaucoup d'autres partis. Et c'est pour ça que je parlais d'un noyau. Oui. Et ce noyau va être rejoint par d'autres partis. L'intérêt, c'est que ces groupes semblent être les groupes les plus représentatifs. Certains de ces groupes semblent être les groupes les plus représentatifs. La deuxième chose, c'est que cette coalition telle qu'elle est pensée semble être pensée en relation avec les transformations qui ont eu lieu ces derniers temps. Oui, et l'arrivée en fait d'une nouvelle force, qui est le PASTEF, et qui semble représenter une force très importante et qui fait de la politique de manière différente. En quoi? Parce que c'est un parti qui ne fait pas partie de l'histoire des alliances des partis sénégalais. Mais c'est aussi un parti qui a été créé par quelqu'un qui semble sortir d'une tradition qui est la tradition du fonctionnaire. Et du fonctionnaire qui utilise dans une certaine mesure des ressources qui sont les ressources politiques, qui sont les ressources administratives, qui sont les ressources aussi religieuses, et qui semblent raisonner très très bien, parce qu'il sort, si vous voulez, et des contraintes qui sont les contraintes confrériques, il sort des contraintes qui sont les contraintes idéologiques, mais il sort aussi des contraintes qui sont des contraintes générationnelles. Ce que j'appelle contraintes générationnelles, c'est le fait que on revendique l'appartenance à une tradition. Sonko semble ne pas sortir de tradition, mais aussi
le fait que quelque part dans une région, ils ont une résonance qui est très très importante, la région sud du Sénégal. C'est tout ça qui fait qu'il y a une redistribution des cartes. Et cette alliance semble tenir en compte cette redistribution des cartes pour d'abord instaurer un système dans lequel probablement il serait plus facile de gérer la compétition. C'est pour ça qu'il y a... Oui. Parce qu'on reconnaît que X est plus fort que nous. Et la dernière chose qui semble importante, si on en croit ce que les gens de PASTEF disent, c'est que si vous comparez toute l'histoire du Sénégal, presque toute l'histoire du Sénégal, en termes de choix des candidats, le candidat a toujours été choisi par le chef de l'État, qui était le chef de parti, tous les partis. Et ici le président Macky Sall passe son temps à dire aux gens, il ne faut pas être candidat, je vais choisir. C'est ce qu'il dit. C'est lui. De toute façon, ils lui ont donné carte blanche. À la dernière réunion, oui. C'est ce que j'allais dire. Non, il disait ça. Ils lui ont donné carte blanche. On voit très bien que ça ne marche pas. Il y a effectivement déjà des gens qui se sont déclarés candidats sans attendre. Et même il y a des gens qui disent, comme Marito, il est candidat, c'est lui, période. Et il n'attend pas que le président l'adoube ou pas. Parce que et cette coalition dit que les bases vont choisir les candidats. Qui ça, PASTEF? Oui. PASTEF dit ça. Est-ce que la coalition va faire ça? Mais il est très clair, c'est ça qui est fait. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est probablement ça qui explique pourquoi certains dirigeants de l'opposition sont en train de ruer dans les brancards. Parce que l'habitude, c'est effectivement de traiter ces questions de candidature au niveau des leaderships. Donc cette coalition, si elle tient, vous avez la dit. parole de Sonko, elle va tenir justement parce que ce sont les bases elles-mêmes qui vont décider de ce qu'il faut faire. Et si les bases décident de leur propre candidat, les bases vont effectivement les soutenir. Oui, et c'est lié à la nature même de ces élections locales. Quel enjeu finalement pour ces élections locales à venir? Le paradoxe, c'est que les élections locales sont très importantes dans les vraies démocraties. Parce qu'elles permettent à la base de s'exprimer, de s'organiser, et elles permettent aussi de créer des infrastructures qui sont des infrastructures du bas en haut, et d'avoir une représentation qui est la représentation la plus forte pour pouvoir avoir la voix des gens, les citoyens. Mais pour les enjeux des élections à venir, l'enjeu principal, c'est en fait le troisième mandat. Ah oui? Ben oui. Comment ça? Mais parce que il est très clair. Les conditions les plus favorables pour une réforme constitutionnelle et un troisième mandat du président Macky Sall, c'est de gagner les élections locales. Parce que ces élections locales vont valider la nécessité de poursuivre le travail entamé. Et que, parce qu'il a choisi les candidats, et parce que ces candidats ont changé, ça c'est un appel. Ça peut être interprété comme un appel d'air pour en fait une troisième candidature. S'il perd les élections... S'il perd dans les grandes villes, vous voulez dire? Oui, quand je dis les élections, c'est dans les grandes villes. Et même s'il perd dans une ville comme Dakar, qui est la ville la plus importante, tout est remis en cause. Parce qu'il n'y a plus la possibilité de parler de validation. Ce qui va arriver, que ce que tout le monde dit, ça, c'est effectivement une remise en cause de
de sa présidence. C'est-à-dire qu'il n'est plus le leader Oui. que les Sénégalais, en qui les Sénégalais ont confiance. Et vous êtes un observateur de la scène politique. Aujourd'hui, beaucoup de profils se dégagent. Vous avez Amadou Ba, vous avez aussi Diouf Sarr pour Dakar, pour la coalition présidentielle, et vous avez d'autres profils. Oui, qui pour vous dégage le meilleur profil? Je pense que vous vous rappelez que lorsque le président Sall a été réélu, on a eu une conversation quand il a supprimé le poste de Premier ministre, ce qui n'était pas annoncé durant la campagne, quand il a, dans une certaine mesure, mis à la touche tout ce qui était identifié comme possible successeur. J'avais dit que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est effectivement de comprendre quel est le projet du président Sall. Est-ce que c'est un projet qui vise à faire son deuxième mandat et à partir, ou est-ce que c'est un projet qui pourrait exprimer cette tentation, qui est la tentation d'un troisième mandat? Et ça aussi, ça participe de la signification de ces élections-là. Et pas seulement pour la mouvance présidentielle. L'autre enjeu, c'est le choix du successeur. On ne dirait pas le successeur, parce que ça change. Parce qu'aujourd'hui, personne n'attend à ce que le président Sall te choisisse pour te battre. Les gens sont déjà en position pour se battre. Que ça soit qu'il y ait un troisième mandat ou non. La question aujourd'hui, c'est que Amadou Ba, de manière très difficile, l'ancien Premier ministre Aminata Touré, Diouf Sarr maintenant, qui est un nouveau, alors que c'était Matar Cissé qui se manifestait plutôt à ce moment. Donc tous ces gens-là sont en train de se mettre en position, et bien sûr, disons, le président du Conseil économique et social et environnemental. Idrissa Seck. Les profils se dégagent. La question du probable successeur aussi se dessine. Mais alors, à qui profite le rapport de force? C'est très très difficile à dire pour le moment. En fait, parce que d'une part, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer dans la mouvance présidentielle. Et par exemple, la bataille qui se dessine entre Diouf Sarr et Amadou Ba est une bataille qui indique très clairement que l'enjeu, c'est pas seulement l'enjeu des locales. L'enjeu, c'est l'enjeu du futur. Et donc, ça va avoir un impact sur l'APR. Ça va avoir un impact sur Benno Bokk Yakaar. Ça va probablement redessiner la carte politique, la carte du politique du Sénégal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on pourrait interpréter la bataille Mansour Faye Marito comme dans le nord, dans le nord à Saint-Louis comme ayant la même signification. Les velléités de Aminata Touré à Kaolack et sa tentative de se créer une base sont aussi, parce qu'elle ne peut pas avoir une autre ambition que d'être président. Et elle a le droit d'être président. C'est-à-dire ces batailles sont des batailles, si vous voulez, naturelles. Parce que c'est ça, la nature du jeu politique, la compétition pour des positions qui sont des positions. Alors ça, c'est des défis à relever de part et d'autre. Vous avez donc identifié les défis pour la coalition présidentielle, mais quels autres défis pour l'opposition aujourd'hui? C'est les mêmes. Parce que si vous regardez les têtes d'affiche, il y a au moins trois présidentiables. Karim Wade, Khalifa Sall et Pastef avec Ousmane Sonko. Ça aussi,
les élections locales vont probablement les départager. Mais en plus de ça, il y a d'autres candidats. Oui, mais il y a le CRD, vous avez Mamadou Lamine Diallo, vous avez Abdoul Mbaye, vous avez Thierno Alassane Sall aussi. Ah, absolument, Oui. absolument. Oui. Mais ce que je veux dire, les têtes d'affiche, C'est un pôle, oui. oui, les têtes d'affiche, ce sont ces trois-là. Mais on peut y ajouter ce que vous avez cité. Et la grande question, c'est que le rapport de force va être arbitré par aussi, là aussi, les élections locales et la représentativité des partis de chacun de ces leaders. Donc ces élections sont très très importantes parce que ce sont des élections qui sont sur le présent, mais ce sont aussi des élections sur qui dessinent le futur. Absolument. Oui, mais la posture qu'incarne le président Sall. Le président Sall est-il dans une situation confuse, difficile? En fait, j'ai l'impression qu'on crée la confusion et la difficulté pour des raisons plus ou moins inavouables. Pourquoi serait-il dans une situation difficile? La constitution sénégalaise n'est pas ambiguë, elle est très claire. Cette constitution dit qu'après son deuxième mandat, le président n'est pas admis à en fait soumettre une troisième candidature. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a effectivement la possibilité que le président Sall dise, ok, moi je veux me présenter pour un troisième mandat, mais cela voudrait dire qu'il sera forcé d'avoir une réforme constitutionnelle. Parce que la réforme constitutionnelle est la seule voie possible pour un troisième mandat. Et je ne sais pas ce qui peut arriver si on est dans cette situation dans ce pays, avec tous les problèmes qu'il y a. Avec tous les problèmes qu'il y a, mais venons-en à la caution. Elle est fixée à 15 millions pour les élections. Oui, beaucoup jugent cette caution élevée. Qu'en pensez-vous en démocratie qu'une caution atteigne cette barre de 15 millions? Je pense qu'elle est élevée. Et je pense que si on la fixe, il faudrait probablement donner des raisons. La première raison, ils disent, c'est pour qu'il n'y ait pas cette explosion de candidatures et la difficulté d'organiser les élections. Mais on pourrait aussi dire les 10-15 millions, les 15 millions, c'est pour pouvoir financer les élections. Mais c'est tout ça qu'il faut dire et tout expliquer. C'est-à-dire expliquer ce qu'il faut, c'est mettre sur la table tout ce qui est lié à l'administration des élections et à convaincre les gens. Parce que les élections, le but principal, c'est de faire en sorte, comme disent les Américains, que chaque voix compte. Et qu'il y ait les conditions les plus favorables pour être électeur et être éligible. Et dans les conditions de ce pays, 15 millions, c'est beaucoup. Mais je pense que expliquer très clairement pourquoi cela est fixé et quelles sont les raisons pour lesquelles cela a été fixé, si on ne le fait pas, on se retrouve dans la situation où ils sont. Les gens disent qu'ils l'ont fixé pour coincer les candidatures. Et en démocratie, est-ce acceptable? Non. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, le grand débat aux États-Unis depuis la période Trump, c'est ça. Et la perte des républicains et du Congrès et de la présidence, c'est que tous les États où les républicains sont majoritaires sont des États où on est en train de faire passer des lois pour contraindre et diminuer le nombre d'électeurs. Donc c'est pas seulement... les gens adorent ici faire des comparaisons. C'est pas seulement une technique sénégalaise. C'est-à-dire, ces contraintes sont des contraintes qui visent à assurer la pérennité au pouvoir, d'un groupe. Vous avez dit tout à l'heure, professeur Mamadou Diouf, que en démocratie, chaque voix compte.
celle des femmes, de plus en plus, qui revendiquent aussi une meilleure participation à la tête des collectivités territoriales. Que pensez-vous de cette revendication des femmes qui comptent cette fois-ci prendre part activement à ces élections? Elle est très importante Oui. parce que les femmes ont des contributions qui sont différentes des contributions des hommes. Et pour toutes les études sociologiques qui portent sur le rôle communautaire des femmes, qui portent sur le rôle politique des femmes, mais surtout le rôle communautaire des femmes, c'est très clair que c'est elles qui participent le mieux au bien commun. Et ce qu'on dit en général, c'est probablement, et c'est vrai dans certains cas au Sénégal, quand les femmes sont à la tête de sociétés ou à la tête d'organismes, il y a moins de corruption, et moi je connais des cas où des femmes ont refusé des postes de responsabilité où il y avait beaucoup d'argent parce qu'elles refusaient de faire ce que les gens voulaient qu'elles fassent. Donc, mais ça aussi, c'est le fait que c'est la majorité de la population. C'est comme les jeunes. Et elles ont une contribution qui est une contribution qui participe d'une transformation. Et l'engagement des jeunes à s'inscrire, je veux parler de ces primo-votants, est déjà gage d'une transformation à venir? Bien sûr, parce que les primo-votants, c'est à peu près... C'est, la plupart du temps, c'est des cas où des sociétés sont en tension. Et là aussi, je reprends mon exemple américain. En fait, les 4 ans de Trump ont convaincu des gens qui ne votaient jamais d'aller s'inscrire. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de votants dans une présidentielle américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des cas, les primo-votants sont des votants qui sont déjà en position de voter contre le pouvoir en place. Mais professeur Mamadou Diouf, une question aussi a été agitée. C'est la question du marché Sandaga, disputé entre 2 communes. La commune de Dakar face à celle de Dakar Plateau. Oui, à qui appartient le marché Sandaga en tant qu'historien? Jusqu'à preuve du contraire, dans l'histoire, les gens qui détiennent le droit de propriété sur le marché Sandaga, c'est la ville de Dakar. Mais il est très clair que quand en fait les communes ont été créées et il y a eu une réforme avec, je pense, l'acte 3 de la décentralisation, il y a eu une commission qui a attribué des biens qui étaient les biens de la commune de Dakar aux biens qui sont aux communes qui ont été des communes décentralisées. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 2 ou 3 mois ou quelque chose comme ça, en fait, ce décret d'attribution n'incluait pas le marché Sandaga comme une propriété. Mais c'est un patrimoine historique, ce marché. Oui, non, mais il y a une question juridique et une question historique. La question juridique, c'est que ce marché n'a pas été attribué à la commune du Plateau quand les attributions ont été faites. Ça a été fait tout dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Je ne connais pas combien de mois. Est-ce que ça a valeur de loi? Mais justement, c'est ça la grande question. Et je pense que c'est pour ça que la ville de Dakar a porté plainte. Oui. Parce que c'est a posteriori que ça a été fait. Pas au moment où ça... La deuxième chose qui est encore plus scandaleuse, c'est que c'est en fait classé monument historique. Et c'était un extraordinaire monument historique à cause de l'histoire de ce marché, qui était l'histoire d'un marché d'une capitale fédérale, pas d'un État. Et pourquoi détruirons-nous quelque chose qui existe pour le reconstruire? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Il faudrait plutôt s'y a consolider. C'est ça. Et je pense j'espère que le ministère de la Culture, qui est principalement engagé, que la présidence de la République va quand même rectifier. Intervenir et rectifier. Intervenir pour rectifier. Alors, professeur,
Vous avez parlé de l'ancien président Trump. Vous avez parlé de l'actuel Joe Biden. Cela fait allusion à la question afghane. Le retrait des troupes américaines en Afghanistan vous inspire quoi comme réflexion? Parce que le sujet est agité, beaucoup parlent d'échec de la politique américaine dans cette partie importante du monde. Qu'en pensez-vous? C'est absolument un échec et une défaite de l'armée la plus puissante au monde. Mais c'est aussi une situation qui est une situation d'une très grande ambiguïté. Quand les Américains interviennent en Afghanistan du temps du président Bush, c'est une réponse aux attaques du 11 novembre, conduite par un mouvement qui est en Afghanistan et qui est allié et protégé par les talibans. Ce que les Américains ont fait, c'est essayer de détruire l'infrastructure d'Al-Qaïda et de détruire la puissance des talibans. Ils sont arrivés, il y a 20 ans, ils ont détruit le régime. Mais le gros problème, c'est qu'il y a toujours eu une division en Amérique, autant des politiciens que de la société. Il y a des gens qui disaient, on a fait le travail, on n'a pas envoyé une armée là-bas. Il y a d'autres qui disaient, non seulement on doit envoyer une armée, mais on doit transformer l'Afghanistan de telle manière que les talibans ne puissent plus venir au pouvoir. Et là, sur cette question, comme ce qu'on discutait sur les chambres africaines, les sociétés civiles internationales ont joué un très très grand rôle, en particulier pour la défense, disons, des droits des femmes. Cette guerre qui n'aurait pas dû durer, où les Américains, si vous vous rappelez, ont pris la succession des soviétiques qui ont été battus là aussi, parce qu'ils sont intervenus pour soutenir le régime qui se disait communiste d'Afghanistan. En fait, et ce moment de l'occupation soviétique est le moment où, en fait, si vous voulez, l'islam devient une des principales forces de mobilisation en Afghanistan. Et les Américains vont se retrouver face à ces forces. Et la difficulté de battre ces forces ont fait que la guerre d'Afghanistan est la guerre la plus longue dans laquelle les Américains se sont engagés. Finalement, faudrait-il redouter une résurgence du terrorisme par rapport à ce retrait des Américains? C'est ça la grosse crainte. Oui, mais c'est ça, disons, la position qui est la position d'une partie de la classe politique américaine et surtout des classes politiques européennes. Mais il faut tenir en considération le prix de cette guerre, le prix en hommes, le prix en ressources financières. Et les Américains ne sont plus prêts parce qu'ils n'ont pas les moyens de plus en plus. La deuxième chose, c'est que l'Amérique de Biden n'a plus l'ambition de démocratiser le monde. Donc la question qui se pose pour Biden, c'est une question de dire, et il l'a dit dans l'un de ses derniers discours, pourquoi devrions-nous sacrifier des vies américaines quand cette armée qui nous a coûté des milliards de dollars n'est pas prête à se battre pour son propre pays, l'armée afghane. Et donc pour Biden, un mouvement qu'a commencé Trump, Biden a décidé de la conclure. Mais quand on regarde aussi durant la période d'Obama, Biden, qui était vice-président, a toujours été contre la continuation de cette guerre. Donc il est très consistant avec lui-même. Maintenant, ce qu'il dit par rapport à la question précise que vous posez, il dit qu'aujourd'hui, là où l'Amérique va se focaliser et se concentrer, c'est le contre-terrorisme. Et ce contre-terrorisme, on n'a pas besoin d'envoyer une armée, on a besoin d'avoir les services de renseignement les plus puissants et
à partir des renseignements obtenus, d'intervenir rapidement et d'intervenir sans s'installer. Et ils ont les moyens avec les drones et autres, la guerre et le nucléaire maintenant. Absolument, absolument. Ça, ils peuvent faire. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf. Merci. On est arrivé au terme de cette émission. On aurait aimé continuer encore parce que c'est toujours avec plaisir que nous vous recevons à Objection, qu'on ait la chance de vous avoir dans nos plateaux. C'est déjà une belle occasion et certainement avec les élections locales, avec les enjeux qui se dessinent. Oui, même la question de la gouvernance. Vous avez parcouru les rues de Dakar avec les inondations, professeur, et tout ce que cela a entraîné. Oui. C'est pour cela probablement que penser autrement le pouvoir local peut aider à mobiliser les citoyens, à prendre en charge certaines de ces questions. Moi, si vous voulez, mon rêve, c'est de dire, ok, si on donnait tout l'argent qu'on a mis là aux jeunes dans tous les quartiers, et si on les encadre avec des techniciens, des gens qui sont capables de faire des choses, et si on crée une culture où, oui, l'État peut mettre en place les infrastructures nécessaires, mais le maintien de ces infrastructures est laissé aux institutions locales, on créerait des emplois, on serait capable d'amener les gens eux-mêmes à investir. Ça, j'ai vu à Rufisque, dans un des quartiers qui se proche du quartier où mes parents vivaient, c'est eux qui se sont cotisés, qui se sont achetés des tuyaux pour amener l'eau au canal qui n'est pas très loin. Et ça, on peut le faire. Si on met les infrastructures, si on responsabilise les communautés, si on offre du travail aux jeunes. Et ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Par exemple, ce qui s'est passé à Kermessa, ça, c'est faisable. C'est-à-dire délocaliser le travail. Le pouvoir. Absolument. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf, professeur d'histoire à Columbia University, actuellement à Dakar pour les besoins de la recherche ou du repos, professeur? Les deux. Les deux à la fois. Merci en tout cas. On va poursuivre la conversation autour d'un thé, pourquoi pas, d'un thé sénégalais. Je bois rien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci au service digital à la tête Alioune Badara Socé. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir et gardez l'écoute.